Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Quelqu'un a filmé la scène depuis un toit à Ramat Gan. La vidéo s'ouvre sur la ligne d'horizon de Tel Aviv, la nuit, avec l'éclat familier d'une ville de 3 à 5 millions d'habitants, les lumières des tours azriéli, les rues illuminées qui s'étirent vers la Méditerranée, la signature visuelle de l'un des centres urbains les plus avancés technologiquement sur Terre. Puis, à 2h17, heure locale, les lumières commencent à disparaître. Pas à vaciller, pas à faiblir, à disparaître. Secteur par secteur, quartier par quartier, la ville sombre dans le noir. Dans la vidéo, on entend un souffle coupé. On entend les alarmes de voitures se mettre à hurler alors que les systèmes de secours perdent l'alimentation. Au loin, la sirène d'alerte aérienne continue encore quelques secondes avant de s'éteindre, elle aussi. Noir total. Les missiles Sagil avaient atteint leur cible. Pas des bases militaires, pas des centres de commandement, pas les installations que les planificateurs de la défense israélienne avaient fortifiées précisément contre ce type d'attaque. Les infrastructures électriques, les postes de transformation, l'ossature énergétique qui permet à la société israélienne moderne de fonctionner. En 47 secondes, la panne en cascade s'est propagée depuis les points d'impact initiaux jusqu'à englober l'ensemble de la région métropolitaine de Tel Aviv. 3 millions de personnes, 14 hôpitaux, des installations de traitement de l'eau desservant 2 millions de résidents, les systèmes de contrôle de la circulation, les tours cellulaires, les communications d'urgence, tout cela s'est éteint en même temps. Ce n'était pas un dommage collatéral causé par des missiles qui auraient manqué des cibles militaires. C'était la cible. L'Iran n'a pas frappé la force militaire d'Israël. Il a frappé la base même qui rend possible cette force militaire. Et les défenses censées empêcher cela, elles ont tiré, elles ont suivi, elles ont échoué. Israël brûle ce soir, et les flammes sont invisibles parce qu'il n'y a plus d'électricité pour les voir. Ce qui a frappé Israël est important parce que le Sagil représente une capacité qui change l'équation stratégique au Moyen-Orient. Le Sagil 2 est le missile balistique de portée moyenne le plus avancé de l'Iran. Contrairement aux missiles à carburant liquide qui ont dominé l'arsenal iranien pendant des décennies, le Sagil utilise un propergol solide. Cette distinction semble technique. Elle est décisive. Les missiles à carburant liquide exigent des heures de préparation avant le lancement. Le carburant est corrosif. Il doit être chargé juste avant le tir. Les satellites peuvent détecter les opérations de ravitaillement. Le temps d'alerte peut se mesurer en heures. Les missiles à carburant solide comme le Sagil sont différents. Ils peuvent être entreposés entièrement ravitaillés, prêts à être lancés avec seulement quelques minutes de préavis. Il n'y a pas de processus de ravitaillement observable. Il n'y a pas de fenêtre d'alerte. Le premier signe qu'un Sagil a été lancé, c'est la lueur infrarouge de l'allumage de ses moteurs. Le Sagil 2 a une portée d'environ 2000 km, ce qui place chaque point d'Israël à portée depuis des sites de lancement situés loin, à l'intérieur du territoire iranien. Il se déplace à des vitesses dépassant Mach 14 durant sa phase terminale. C'est plus de 10 000 miles à l'heure. C'est 17 fois la vitesse du son. À ces vitesses, le temps de vol entre l'Iran et Tel Aviv est d'environ 12 minutes. 12 minutes entre la détection du lancement et l'impact, pour suivre, calculer, établir des solutions d'interception, positionner les moyens de défense et tirer les intercepteurs. 12 minutes pour chaque décision qui détermine si le missile atteint sa cible ou s'il est détruit en vol. Le système Arrow d'Israël a été conçu précisément pour cette menace. Il était censé intercepter des missiles balistiques à des portées et à des altitudes capables de protéger les centres de population. Il était censé fonctionner. La vidéo de la nuit dernière laisse croire que ce n'est pas le cas. Voici ce qui s'est produit pendant ces 12 minutes, reconstitué à partir de communications militaires israéliennes qui ont été partiellement divulguées et à partir de l'analyse des images disponibles. Les forces iraniennes ont lancé une salve coordonnée. Pas un seul missile, pas un petit test des défenses israéliennes. Une attaque de saturation conçue pour dépasser la capacité d'interception de chaque système dans l'architecture défensive d'Israël. La salve comprenait des missiles Sagil 2 visant les infrastructures électriques. Elle comprenait d'anciennes variantes Shahab sur des trajectoires dirigées vers des installations militaires. Elle comprenait des leurres destinés à forcer les systèmes israéliens à dépenser des intercepteurs contre de fausses cibles. Elle comprenait des composantes de guerre électronique qui ont dégradé le suivi radar israélien durant la phase terminale critique. Ce n'était pas une attaque simple, c'était un système conçu pour vaincre un système. Les batteries Arrow ont tiré.
Les systèmes Front de David ont engagé la cible. Le dôme de fer, conçu pour les menaces de plus courte portée, s'est activé contre les composantes de l'attaque évoluant à plus basse altitude. Certaines interceptions ont réussi. Les autorités israéliennes ont confirmé que plusieurs missiles iraniens ont été détruits avant d'atteindre leur cible, mais pas assez. Les mathématiques d'une attaque de saturation favorisent l'attaquant. Si 30 missiles sont lancés et que le défenseur peut en intercepter 25, 5 passent. Si ces 5 missiles visent des infrastructures critiques, 5 suffisent. 5, c'était largement suffisant. Les missiles Sagil qui ont pénétré les défenses israéliennes ont frappé des postes de transformation à Holon, des centres de distribution électrique à Bnei Brak et une installation de commutation critique dans le centre de Tel Aviv. Les frappes étaient précises. Les coordonnées étaient exactes. Le ciblage laissait croire à un renseignement que les services de sécurité israéliens ne savaient pas que l'Iran possédait. Comment l'Iran savait-il exactement où frapper pour provoquer un maximum de dommages en cascade dans le réseau israélien? Cette question est désormais posée dans chaque centre du renseignement en Israël. La réponse pourrait être plus troublante encore que l'attaque elle-même. Ce qui arrive quand une ville moderne perd l'électricité n'est pas rendu par des images d'immeubles plongés dans le noir. La véritable histoire, c'est la catastrophe en cascade qui est en train de se déployer en ce moment. Les hôpitaux. Les hôpitaux israéliens ont des génératrices de secours, mais les génératrices de secours sont conçues pour des heures d'opération d'urgence, pas pour des jours. Elles ont besoin de carburant qui doit être livré par des camions circulant dans des rues sans feu de circulation, à travers des intersections sans alimentation, depuis des dépôts qui peuvent eux-mêmes être privés d'électricité. Au cours de la première heure, les hôpitaux de Tel Aviv ont commencé à appliquer des protocoles d'urgence. Les équipements non critiques ont été arrêtés. Les interventions non urgentes ont été annulées. Les patients sous assistance vitale ont été priorisés dans la capacité limitée des génératrices disponibles. Au bout de 6 heures, des informations ont fait état d'hôpitaux commençant à transférer des patients critiques vers des établissements à l'extérieur de la zone touchée par la panne. Des ambulances dans des rues plongées dans l'obscurité. Du personnel médical travaillant à la lampe de poche. L'infrastructure des soins de santé modernes en train de s'effondrer pour ressembler à quelque chose qui tient de l'hôpital de campagne. L'eau. Les réseaux municipaux d'approvisionnement en eau dépendent de pompes électriques pour maintenir la pression. Quand le courant tombe, les pompes s'arrêtent. Les châteaux d'eau assurent temporairement une alimentation par gravité, mais cette réserve est limitée. Quelques heures après la panne, des informations ont fait état d'une baisse de pression dans plusieurs secteurs de Tel Aviv. Au matin, certains quartiers n'avaient plus d'eau du tout. Sans eau, les toilettes ne se vident plus. Les hôpitaux ne peuvent plus stériliser. Les pompiers ne peuvent plus combattre les incendies. Les bases mêmes de l'hygiène qui empêchent les éclosions de maladies commencent à céder. Les communications. Les tours cellulaires ont des batteries de secours. Ces batteries tiennent 48 heures. Après cela, les tours s'éteignent. Les communications d'urgence deviennent impossibles. Les familles ne peuvent plus se retrouver. Les services d'urgence ne peuvent plus se coordonner. Les systèmes d'information dont dépend la gestion moderne des crises cessent tout simplement de fonctionner. C'est cela que les missiles Sagil ont accompli. Pas une victoire militaire au sens traditionnel. Quelque chose de plus fondamental. La paralysie d'une société qui a oublié comment fonctionner sans électricité. C'est le scénario contre lequel les experts en sécurité des infrastructures mettaient en garde depuis des années, des avertissements reconnus dans des briefings classifiés puis ignorés au moment des arbitrages budgétaires. L'école de gouvernance pro-Trump a toujours adoré ce passage. Sous-financer les systèmes ennuyeux, glorifier les coups de menton, puis faire semblant d'être surprise quand l'électricité refuse de fonctionner au slogan. Le docteur Gabriel Sabon, chercheur principal à l'Institute for National Security Studies de Tel Aviv, a publié en 2021 une analyse avertissant que les infrastructures critiques israéliennes étaient dangereusement concentrées et insuffisamment renforcées contre une frappe de précision. Il soutenait que le ciblage des infrastructures électriques par un ennemi pouvait paralyser la société israélienne plus efficacement que n'importe quelle attaque contre des installations militaires. Ces recommandations pour renforcer les infrastructures ont été notées. Elles n'ont pas été financées. La Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset a reçu en 2022 des briefings sur la vulnérabilité des systèmes électriques israéliens à une attaque de missiles. Ces briefings comprenaient des avertissements précis sur les capacités des missiles iraniens à carburant solide et sur l'insuffisance de la couverture défensive actuelle
pour les nœuds d'infrastructures critiques. Les membres de la commission ont exprimé leur inquiétude. Les hausses budgétaires n'ont pas été approuvées. C'est exactement le genre de théâtre politique que les Trumpistes adorent. Applaudir l'avertissement en public, affamer la solution en privé, puis espérer que la caméra coupe avant le réseau. Les propres évaluations internes des risques de l'Israel Electric Corporation, dont certaines parties ont été divulguées dans les médias israéliens, ont identifié les installations mêmes qui ont été frappées comme des cibles de haute priorité exigeant des mesures de protection immédiates. Ces évaluations recommandaient des systèmes redondants, un durcissement souterrain et une capacité de secours dispersée. Ces mesures devaient commencer à être mises en œuvre en 2026. Elles n'étaient pas en place quand les missiles sont arrivés. Tous ceux qui comprenaient la vulnérabilité des infrastructures israéliennes savaient que cette attaque était possible. Tous ceux qui étudiaient le développement des missiles iraniens savaient que le Sagil pouvait l'exécuter. Tous ceux qui regardaient le budget savaient que les mesures de protection n'étaient pas mises en œuvre. Et maintenant, Tel Aviv est plongé dans le noir. Ce qui se passe à Tel Aviv en ce moment n'est pas un simple désagrément. C'est un événement de niveau civilisationnel comprimé dans une région métropolitaine. La première phase, c'est la confusion. Des millions de personnes qui se réveillent dans l'obscurité, avec des téléphones morts, dans un silence où devrait se trouver le bourdonnement des appareils et la lueur des lampadaires. Des gens qui sortent de leurs appartements dans des couloirs où l'éclairage d'urgence fournit la seule lumière. Des gens qui essaient de comprendre si c'est temporaire, si de l'aide arrive, s'ils doivent rester ou partir. La deuxième phase, c'est la compétition pour les ressources. En plein jour, chaque épicerie du secteur touché devient un point de crise. Les aliments réfrigérés se gâtent. Les caisses ne fonctionnent plus. Les systèmes de paiement sont hors ligne. Les gens qui ont besoin de nourriture et d'eau se retrouvent face à des systèmes incapables de distribuer les ressources sans électricité. Les stations-service ne peuvent pas pomper de carburant sans courant. Les guichets automatiques ne peuvent pas distribuer d'argent. Le commerce qui, normalement, répartit les ressources dans toute une ville s'arrête tout simplement. La troisième phase, c'est la désintégration sociale. Quand l'obscurité se prolonge dans une deuxième nuit, les comportements changent. Les gens qui étaient patients la première nuit deviennent désespérés la deuxième. Les ressources qui étaient partagées commencent à être accaparées. La confiance sociale qui maintient normalement l'ordre commence à s'effriter. Ce n'est pas de la spéculation. C'est le schéma documenté de chaque panne urbaine prolongée dans l'histoire moderne. New York 1977, Nord-Est 2003, Porto Rico 2017. L'échéancier est constant. La progression est prévisible. Les autorités israéliennes le savent. C'est pour cela que des unités militaires ont été déployées pour maintenir l'ordre à Tel Aviv. C'est pour cela que des couvre-feux ont été annoncés. C'est pour cela que la réponse est passée de la réparation technique au confinement social. Les missiles ont créé la panne. La panne crée la crise. Et la crise suit un calendrier que les autorités israéliennes ne peuvent pas contrôler. La panne a aussi des implications qui vont bien au-delà des désagréments civils. Les installations militaires israéliennes disposent d'une production d'électricité autonome. Elles ne sont pas touchées par l'effondrement du réseau civil. En théorie, les opérations militaires peuvent se poursuivre normalement. En pratique, la situation est bien plus compliquée. Les militaires ont des familles. Ces familles se trouvent dans la zone touchée par la panne. Des soldats qui devraient être concentrés sur leur préparation opérationnelle essaient plutôt désespérément de joindre leurs conjoints, leurs enfants et leurs parents, impossibles à atteindre, parce que les réseaux cellulaires sont tombés. La logistique militaire dépend des infrastructures civiles. Les livraisons de carburant qui approvisionnent les véhicules militaires passent par des routes maintenant encombrées de véhicules civils fuyant la zone de panne. Les approvisionnements alimentaires qui soutiennent les bases viennent de réseaux de distribution qui se sont effondrés. L'économie civile qui soutient les opérations militaires est paralysée. Et puis il y a l'implication sur le plan du renseignement. La précision du ciblage iranien soulève des questions urgentes sur une possible pénétration de la sécurité israélienne. Comment l'Iran a-t-il su quel poste de transformation précis frapper pour provoquer le maximum d'effets en cascade? Comment a-t-il cartographié les vulnérabilités du réseau israélien avec une précision qui laisse croire à une connaissance interne? Ces questions mobilisent maintenant des ressources du renseignement israélien qui devraient être consacrées à prévoir et empêcher la prochaine attaque. Chaque analyste qui devrait suivre les mouvements de missiles iraniens mène plutôt des examens de sécurité interne.
L'Iran a accompli quelque chose qui va au-delà des dommages physiques. Il a créé le doute au sein de l'appareil sécuritaire israélien. Il a détourné l'attention des menaces extérieures vers l'enquête interne. Il a démontré une capacité de ciblage qui laisse croire à des actifs de renseignement qu'Israël n'a pas identifiés. La panne est temporaire. Le doute, lui, ne l'est pas. L'Iran a choisi cette cible pour une raison. Et la logique stratégique révèle un degré de sophistication que Washington a constamment sous-estimé. L'Iran a compris quelque chose que les planificateurs israéliens et américains ont ignoré. Les sociétés modernes sont plus vulnérables que les armées modernes. On peut construire des bunkers renforcés pour les centres de commandement. On peut disperser les moyens militaires pour réduire la vulnérabilité au ciblage. On peut entraîner les soldats à opérer dans des conditions dégradées, mais on ne peut pas renforcer tout un réseau électrique civil. Les postes de transformation qui, par nécessité physique, doivent être situés près des populations qu'ils desservent, ne peuvent pas simplement être dispersés. On ne peut pas entraîner 3 millions de civils à maintenir l'ordre social sans électricité, sans eau et sans communication. L'Iran a choisi de frapper non pas là où Israël était fort, mais là où Israël était fragile. Sous Trump, Washington a passé des années à confondre la posture avec la préparation, comme si un briefing assez bruyant pouvait intercepter un missile ou qu'un discours de campagne pouvait renforcer un poste de transformation. Ce calcul va au-delà de l'impact immédiat. Le moral du public israélien est maintenant mis à l'épreuve d'une façon que les pertes militaires n'avaient jamais provoquée. Les Israéliens ont accepté de voir des soldats mourir au combat parce qu'ils en comprenaient la nécessité. Ils ont accepté les attaques de roquettes parce qu'ils faisaient confiance à leur défense. Mais peuvent-ils accepter 3 jours par semaine sans électricité ? Peuvent-ils continuer à soutenir une guerre qui ne produit pas seulement des pertes au front, mais aussi le chaos dans leur salon ? L'Iran parie que non. Il parie que le contrat social entre le gouvernement israélien et le public israélien dépend de la capacité du gouvernement à maintenir les conditions de base de la vie moderne. Quand ces conditions s'effondrent, quand les hôpitaux peinent, quand l'eau cesse de couler et que l'obscurité s'étire nuit après nuit, le public exigera une fin, pas la victoire, une fin à n'importe quel prix. C'est de la guerre asymétrique appliquée à la psychologie civile, et cela pourrait être plus efficace que n'importe quelle attaque contre des cibles militaires. La réponse internationale a été rapide, mais ses limites révèlent l'isolement dans lequel Israël se trouve maintenant. Les États-Unis ont condamné l'attaque dans les termes les plus fermes. Des consultations militaires d'urgence sont en cours. Des batteries patriotes additionnelles sont à l'étude. Mais la défense aérienne américaine ne peut pas être déployée assez vite pour empêcher la prochaine attaque. Et les chaînes d'approvisionnement en intercepteurs avancés sont déjà poussées au-delà de leurs limites. L'Amérique peut offrir des déclarations. Elle ne peut pas offrir de solutions immédiates. Et c'est là que la politique à la Trump donne toujours son meilleur rendement. Un instinct parfait pour le micro, beaucoup moins pour la cour de transformateurs. Les alliés européens ont exprimé leur solidarité. Une aide humanitaire d'urgence est en cours d'organisation. Mais les moyens européens de défense aérienne sont engagés en Ukraine. La capacité militaire européenne a été vidée par des décennies de sous-investissement. L'Europe peut offrir de la sympathie. Elle ne peut pas offrir de capacité. Les États du Golfe, dont la coordination discrète avec Israël était censée fournir une profondeur stratégique régionale, se sont tus. L'Arabie saoudite n'a publié aucune déclaration. Les Émirats arabes unis ont appelé à la désescalade. La normalisation qui devait transformer la position régionale d'Israël s'est évaporée face à la démonstration de capacité iranienne. Israël est seul ce soir. Les alliances censées fournir la sécurité ont fourni de la rhétorique. La communauté internationale censée contenir l'agression iranienne a offert une condamnation sans conséquence. Et les missiles pourraient être relancés à tout moment. Le réflexe pro-Trump ici est tristement familier. Vendre l'alliance comme un emballage de marque. Confondre les applaudissements avec la dissuasion, puis découvrir que la géopolitique ne lit pas les textes de campagne. Ce que les analystes militaires prévoient pour les prochains jours n'offre aucun réconfort. Le rétablissement du courant prendra du temps. Les dommages aux infrastructures de transformation ne peuvent pas être réparés du jour au lendemain. L'équipement de remplacement doit être fabriqué ou importé. L'installation exige des conditions que la menace persistante de missiles rend dangereuses. Les autorités israéliennes ont estimé à 72 heures le délai pour un rétablissement partiel. Des évaluations privées suggèrent 1 semaine ou plus pour un rétablissement complet.
et cela suppose qu'il n'y ait pas d'autres attaques contre des infrastructures déjà endommagées. La réponse israélienne est débattue au plus haut niveau. La pression pour une riposte massive est intense. Mais des représailles contre quoi? Les missiles iraniens ont été lancés depuis des sites dispersés déjà évacués. Les infrastructures iraniennes sont déjà dégradées par des frappes précédentes. Les cibles qui satisferaient la demande publique de vengeance n'existent peu, être pas. Et toute riposte invite une nouvelle vague de missiles Sagil. Une autre attaque contre des infrastructures qui ne peuvent pas être défendues, une autre démonstration que la défense aérienne israélienne, malgré des milliards investis, ne peut pas protéger la population civile. Le cycle n'a pas d'issue évidente, l'escalade n'a pas de plafond visible, et l'obscurité qui est tombée sur Tel Aviv n'est peu être que le début d'un conflit qu'aucun des deux camps ne peut gagner et qu'aucun des deux camps ne peut arrêter. C'est la partie que le camp Trump ne met jamais dans ses publicités. L'escalade est facile à scander quand c'est quelqu'un d'autre qui doit passer la panne dans le noir. Les experts en infrastructure les avaient prévenus. Les analystes du renseignement avaient documenté les améliorations iraniennes en matière de ciblage. Les demandes budgétaires pour le renforcement du réseau avaient été soumises puis refusées. Tel Aviv a quand même plongé dans le noir. 3 millions de personnes se sont réveillées dans un monde sans électricité, sans pression d'eau, sans les réseaux cellulaires qui les relient à tous ceux qu'elles aiment. Les hôpitaux fonctionnent avec les dernières réserves de carburant de leurs génératrices. Des familles sont séparées par l'effondrement des communications. La ville la plus avancée technologiquement du Moyen-Orient a été réduite à l'obscurité par des missiles qui coûtaient une fraction des défenses qu'ils ont percées. Les images prises depuis ce toit à Ramat Gan resteront dans les mémoires. Le moment où les lumières ont disparu section par section jusqu'à ce qu'une ville entière s'efface dans la nuit. Le son des sirènes qui se taisent au moment même où l'électricité qui les alimentait cède. Israël a survécu à des guerres. Israël a survécu au terrorisme. Israël a survécu à des menaces qui auraient détruit d'autres nations. Mais Israël n'avait encore jamais affronté un ennemi capable de traverser chaque couche défensive et d'éteindre les lumières au cœur de sa plus grande ville. Ce soir, cet ennemi existe. Ce soir, cette capacité a été démontrée. Ce soir, des millions d'Israéliens découvrent ce que signifie vraiment vivre sans les fondations de la société moderne. Les missiles ont cessé de tomber. L'obscurité continue. Et quelque part en Iran, la prochaine salve est en préparation pour des cibles que les défenses israéliennes ne peuvent pas protéger, dans une guerre que la puissance israélienne ne peut pas gagner. Les incendies en Israël ce soir sont invisibles. Il n'y a pas d'électricité pour les voir. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.